Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Le comité des sages lance un appel au calme et incite les politiques à prendre leurs responsabilités après les rebondissements politiques de ces derniers jours. Il est intervenu cet après-midi devant les médias. Piéger du dioxyde de carbone dans des scories produites par les usines de nickel, c'est l'objectif du projet Carboscorie présenté cet après-midi à Koné. Florent Bourgeois, coordinateur scientifique du projet, est notre invité ce soir pour nous en parler. Suite de votre feuilleton sur les drones, ce soir vous découvrirez le portrait d'un éleveur de moutons à Koumak qui rassemble son troupeau à l'aide d'un drone. Avant de développer ces titres, cette vigilance météo orange forte pluie et orage annoncée sur les communes de la côte Est, Poum et Bélep. La sécurité civile appelle la population des communes concernées à la vigilance et de se tenir informée de l'évolution de la situation en allant sur le site de Météo INSEE ou via les médias. C'est officiel, l'hôpital du Nord accueillera son premier patient dans un peu plus d'un mois, le mercredi 21 novembre. C'est ce qu'a annoncé ce matin son directeur Joachim Tutugoro. Une ouverture prévue au départ il y a 2 mois, mais reportée à cause d'une flore bactérienne découverte dans l'eau. Depuis, un spécialiste du traitement des eaux est intervenu. Un système de préfiltration en amont du réseau d'eau de l'hôpital est en cours d'installation. Un équipement d'une vingtaine de millions pris en charge par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Quelques semaines avant l'ouverture, des prélèvements seront effectués avant de procéder à la réouverture du pôle sanitaire du Nord. Explication de Joachim Tutugoro au micro d'Anissa Toussi. Nous pourrons d'ores et déjà ouvrir le 21 novembre les urgences, mais on ouvrira à voilure réduite, comme s'il avait été prévu au 1er août. Donc voilure réduite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura le service de médecine qui sera à moitié capacitaire, donc 10 lits au lieu de 20 lits. Et puis l'autre aspect aussi, c'est qu'on ne sera pas encore en schéma SMUR. Donc on pourra prendre les urgences, mais on ne sera pas le schéma SMUR, ça veut dire sortie sur tout le territoire du Nord. La seule partie qui nous reste encore à accueillir dans sa globalité, c'est l'équipe des urgentistes. Donc là, au 3 novembre, nous aurons déjà une bonne partie, donc qui nous permettra d'assurer déjà les urgences. Et l'équipe au complet, on ne l'aura qu'en janvier, même en février, pour l'équipe des urgentistes. N'oubliez pas qu'à partir du 21 novembre, le dispensaire sera fermé. Donc le seul centre de soins à Koné sera ici. Et en bref, à 11h28, un séisme de magnitude 6,5 s'est produit à 33 km de profondeur à sud-est des îles Loyauté. Selon le communiqué de la sécurité civile, aucun risque de tsunami n'est avéré compte tenu de la localisation, de sa profondeur et de sa magnitude. Et on passe à notre rubrique référendum. Leur rôle est de garantir la bonne tenue de la campagne avant le référendum et il l'a fait devant la presse cet après-midi. Le comité des sages lance un appel au calme et incite les politiques à prendre leurs responsabilités. Un rappel à 19 jours avant le référendum. Écoutez Elie Poigoun au micro d'Audrey Poidi. On veut que la campagne se déroule dans de bonnes conditions, dans le respect d'abord de nos règles démocratiques, et puis dans le respect de nos valeurs. Je pense que les hommes politiques, il faut qu'ils soient à la hauteur de la situation aussi. Et or, actuellement, ce n'est pas le cas. Ils prennent des décisions qui font monter la pression entre des communautés ici, c'est pas bien. Entre 84 et 98, il y a eu quand même 70 morts ici. Et 70 morts pour un petit pays, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Et donc, quand il y a eu ces 70 morts, il y a eu de la souffrance, il y a eu des pleurs dans les familles. Mais nous, au niveau du comité des sages, on ne veut pas que ça se recommence.
Toujours concernant le référendum, vous recevrez dans le courant du mois par la poste vos cartes électorales. Mais attention, si vous ne la recevez pas ou la perdez, pas de panique, elle n'est pas obligatoire pour voter. Elle vous permet de connaître votre bureau de vote et permet aux assesseurs de vous retrouver facilement dans la liste d'émargement. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est bien d'avoir une pièce d'identité officielle avec une photo d'identité, telle qu'une carte d'identité ou un passeport même périmé, un permis de conduire en cours de validité ou encore un permis de chasser avec photographie en cours de validité délivré par les provinces. D'autres documents sont autorisés. Vous pouvez consulter la liste sur le site www.referendum.nc dans la rubrique Vote. Depuis hier, nous vous proposons une nouvelle rubrique sur le référendum, une question sur le sujet et une réponse claire et simple en moins d'une minute. Ce soir, l'INSEE WAMO répond à la question « C'est quoi l'accord de Nouméa ?» mise en image par Prosper Pagouf. C'est quoi l'accord de Nouméa? L'accord de Nouméa, c'est un texte signé le 5 mai 1998 entre indépendantistes et non-indépendantistes. C'est un texte novateur pour plusieurs raisons. Pour la première fois, on reconnaît l'existence du peuple autochtone, le peuple kanak, et on reconnaît également les autres communautés. On y reconnaît aussi les ombres et les lumières de la colonisation. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie partage des compétences avec la France, en grande partie à cause de l'accord de Nouméa. Le texte prévoit en effet le transfert progressif des compétences de la France vers la Nouvelle-Calédonie, sauf celles dites régaliennes. Enfin, l'accord prévoit aussi la tenue d'un référendum. Les Calédoniens décideront s'ils veulent ou non rester dans la France. Quel que soit le choix des Calédoniens, l'État s'engage à l'accompagner. Et en bref, cet appel à la population des archives de la Nouvelle-Calédonie, en raison de l'importance de ce vote, qui est le référendum, elle souhaite constituer un fonds documentaire en recueillant tout type de documents, tracts, brochures, affiches, livres, films, etc. autour de cet événement. Un espace de collecte est prévu à cet effet au service des archives à Nouville. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le référendum. Piéger du CO2, du dioxyde de carbone dans les scories produites par les industries du nickel, c'est l'objectif du projet Carboscorie financé par le CNRT et l'ADEME, un projet innovant et spécifique présenté aujourd'hui à Coné par Florent Bourgeois, professeur à l'Institut national polytechnique de Toulouse et coordinateur scientifique du projet. Comment fonctionne-t-il? Quels seraient les impacts? Florent Bourgeois est notre invité. Il nous explique tout cela. C'est l'œil de la rédaction. Florent Bourgeois, bonsoir. Bonsoir. Avant de nous expliquer le principe de ce projet, je vous propose de regarder ce reportage. Il a été tourné aux abords de l'usine de la SLN à Donyambo où sont stockées des tonnes de scories. Vous entendrez également le témoignage de riverains, un reportage de Djouk Menango. Sur ces photos datant d'il y a plus de 60 ans, on voit la baie de Waré, située entre la presqu'île de Ducos et maintenant Montravel. On y constate que déjà, les scories de la SLN s'étendent sur l'espace maritime. Madame Bernanos habite une de ces maisons qui longe la baie. En presque 30 ans, elle a vu une véritable montagne s'élever en face. On allait jusqu'au bout, et même on allait même jusqu'au bout là-bas. Et on ramassait les grisettes, on allait à la pêche avec les gosses, puisque j'étais famille d'accueil. Et on voyait bien Nouville aussi, mais depuis, il n'y a plus cette vue. On a juste un petit peu, en espérant que ça ne va pas se fermer, parce qu'on a besoin de cette mer ou ce brin. Selon la SLN, cette plateforme de scories ne va pas s'étendre, mais prendre de la hauteur. Aujourd'hui, nous sommes en limite, la limite physique, en bordure de là où l'averse va. On n'ira pas plus loin. Et tout ça est bien décrit dans notre arrêté d'exploitation attribué par la province sud. Donc le devenir de l'averse, ça va plutôt consister à monter. On va
grimper en hauteur. Aujourd'hui, on est autour de 25 mètres de haut et on envisage de monter jusqu'à 50 ou 60 mètres. Comme de nombreuses familles du pays, Madame Pernanos allait pêcher dans cette baie, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. On n'ose plus trop ramasser les grisettes parce que par rapport, on ne sait pas ce qu'ils jettent dans la mer. Hein, une fois, il y a eu même des poissons morts, donc maintenant on a des gros doutes sur le bien-être des crustacés ou des poissons. Alors, on a démontré, mesuré, fait de nombreuses campagnes d'échantillonnage et de mesure pour s'assurer que la scorie était inerte. Et effectivement, elle est inerte. On le revérifie régulièrement, ce qui fait qu'il n'y aura pas d'impact sur le système, sur l'écosystème environnant. Et la vie peut continuer à proximité de la scorie. Selon un PLP, l'averse de scorie empêcherait l'approvisionnement en eau de la baie. Et sans parler des fibres de verre qu'elles contiennent, l'inertie des scories aurait été démontrée en laboratoire en eau douce et à 20 degrés dans des conditions différentes de celles de la zone de stockage. Les scories qui sont utilisées en remblai, non seulement dans la Grande Rade, mais aussi au-delà jusqu'au, par exemple, Sénat coutumier, sont en milieu d'eau salée et dans une eau à une température largement supérieure à 20 degrés. Donc on sait qu'il y a très certainement des non-dits sur la toxicité ou l'écotoxicité de ces scories utilisées en matériaux de remblai dans des sites marins. Aujourd'hui, des engins continuent de déverser ces scories à la pointe de la plateforme. Mais la SLN a de nouvelles pistes d'exportation de ce rejet, notamment vers l'Australie, où il serait utilisé comme matériau de construction. Chaque année, la SLN produit 1 800 000 tonnes de scories. Au nord du pays, KNS en produit 1 200 000 tonnes. Alors, on l'a vu, les usines ne savent plus quoi faire de ces scories. Et il y a une solution à travers ce projet. Est-ce que de manière très simple, pouvez-vous nous dire comment vous allez procéder ? Et en fait, la manière dont on va procéder, c'est que ça consiste à faire réagir les scories avec du gaz carbonique, du CO2, qui est en fait extrait des fumées des centrales thermiques, pour ce qu'on appelle les minéraliser. Donc on va en changer les propriétés pour que ces scories, une fois qu'elles sont minéralisées, soient valorisables dans le secteur de la construction pour envisager des matériaux de construction, pour de la construction structurelle, non structurelle, des infrastructures routières, voire la protection du littoral vis-à-vis de l'érosion, de la submersion, ce genre de choses-là. Est-ce qu'on peut voir espérer la destruction complète des scories Dans le principe, oui. Je veux dire, on a suffisamment de CO2 pour minéraliser toutes les scories qu'on produit. Si on minéralisait toutes les scories qu'on produit, on pourrait a priori réduire l'empreinte écologique d'un point de vue émission de CO2 d'à peu près 30-35%, c'est ce qui a été calculé. Après, il va falloir qu'on trouve des marchés suffisants pour pouvoir écouler ces scories minéralisées sous la forme de matériaux de construction. Donc là, voilà, ça c'est un des enjeux du projet, de valoriser ces produits. Pour que je puisse bien comprendre, en termes de quantité, ça fonctionne comment? Parce qu'il faut, par exemple, une tonne, s'il faut une tonne de scories pour piéger 100 grammes de CO2, ça paraît un peu moins efficace. Voilà, donc en fait, d'un point de vue calcul, on peut montrer qu'au maximum, on peut stocker à peu près 400 kg de CO2, donc 0,4 tonnes de CO2 par tonne de scorie. Cet après-midi, vous avez présenté ce projet à Koné. Comment ça s'est passé et devant qui vous l'avez présenté? Alors devant, en fait, beaucoup des parties prenantes, je pense, de la province Nord. Donc c'était très intéressant, très interactif. Alors il y avait des gens de la province, il y avait des gens des secteurs industriels, il y avait des gens de la protection de l'environnement, il y avait un peu toutes les parties prenantes. Et vous attendez quoi Parce que ce qu'on attend vraiment, c'est qu'ils nous aident à identifier les pistes de valorisation de ces scories minéralisées qui seraient les plus prometteuses, les plus intéressantes pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, ce projet a passé plusieurs phases. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de développement. Oui. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut voir ce projet se réaliser dans quelques années? En fait, le projet est prévu pour durer 3 ans. Donc, ce qu'on a fait avant ce projet, c'est qu'on a prouvé qu'on pouvait minéraliser les scories de nickel. Donc, les transformer, leur conférer des propriétés qui permettront de les transformer en produits valorisables.
Maintenant, on a 3 ans de développement devant nous pour chercher les voies et tester les voies les plus favorables au niveau de leur valorisation. Et au terme de ces 3 ans, on pourra envisager la mise en application des voies qui auront été retenues comme étant les plus favorables d'un point de vue environnemental, économique et sociétal. Donc dans 3 ans, on pourrait voir ce projet être... Passer à la phase de mise en œuvre. D'accord. Alors, on l'a dit, ce sera ma dernière question. C'est un projet unique au pays et spécifique au pays. Ça, pour vous, votre sentiment, ça va bien se dérouler? On a des fortes chances de voir ce projet être mis en place? En tout cas, ça a énormément de sens. Comme vous l'avez vu, ces scories, aujourd'hui, on cherche des voies pour les valoriser. Donc nous, on en propose. On va les tester. À partir de là, ce dont on a véritablement besoin, c'est la collaboration des gens de Nouvelle-Calédonie pour nous aider à identifier les pistes qu'eux jugeraient être les plus favorables, que ce soit pour la protection du littoral, dans le secteur de la construction, etc. Voilà. François Bourgeois, merci d'avoir... Vous vouliez rajouter quelque chose? Non. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec et on plaisir. reste bien évidemment attentif à l'évolution de ce projet. Je vous remercie. Voilà ce que l'on pouvait dire à ce sujet. Fabrice Bouillet est un habitant de Koumak. Il est passionné de moutons, mais aussi de drones. Il a décidé tout simplement d'allier le tout. Vous verrez, il a une manière très particulière de rassembler son troupeau. C'est le feuilleton de la semaine. Ben voilà, là on est pris là. Maintenant il n'y a plus qu'à décoller. Là il prend sa position de décollage. Et puis comme ça s'il y a un souci il revient à cet endroit-là. Maintenant que le drone a décollé, Fabrice le dirige vers son troupeau de moutons et de brebis afin de les rassembler. Je vais les chercher carrément dans le pâturage. Et puis après, quand ils seront dans le stockyard, ben là, à ce moment-là, j'irai avec le drone, mais en pilotant le drone à vue. Et là, c'est comme si on envoyait un chien de berger là, chercher les moutons, et puis moi j'attends là. Dès qu'il y en a un qui part, après ça va, tiens. Et du coup, quelle réaction ils ont avec le drone, en fait, les animaux? Mais en fin de compte, ils ont peur. Mais ce qui est bien avec le mouton, c'est qu'il ne part pas à fond. Il a peur, il avance, il s'arrête. Ça fait qu'on peut suivre doucement, quoi. Ils ne sont pas incontrôlables. Une fois qu'ils ont commencé à partir, ben après on suit derrière, mais ils ne vont pas partir à fond, quoi. C'est pas comme je vois avec les chevaux ou avec le bétail. Des fois ils bougent pas, mais des fois ils ont peur, ils partent au grand galop là, et puis tu les arrêtes plus, quoi. Fabrice a pris environ 10 minutes pour amener tout son troupeau dans l'enclos. Sans le drone, il aurait pris 30 à 45 minutes et n'aurait pas pu le faire seul. Allez, et voilà. Allez. Ça y est, les bêtes qui sont rentrées. Grâce au chien de berger. C'est un bon outil, hein. C'est un bon outil. Bon là c'est des petites surfaces, mais je pense qu'après sur des grandes parcelles, ça le ferait aussi bien et puis peut-être ça serait un gain de temps, quoi. Parce que si le mec il a 50 hectares et que c'est que de la plaine, ça va beaucoup plus vite avec un drone qu'à pied, quoi. Dans les mois à venir, Fabrice continuera à gérer son troupeau avec son drone, même à rechercher une de ses bêtes si elle s'est perdue, et à l'avenir fera peut-être payer ses images, un business à développer.
Des images d'Océane Zobler et de Fabrice Bouillet. Demain, dans votre journal, vous découvrirez le portrait d'un professionnel. Au quotidien, le drone est son outil de travail. Des images en hauteur très demandées. C'est une première au pays. Un hôtel fait intervenir plusieurs artistes pour décorer les murs de ses chambres. On compte 24 artistes de tout le pays. Ces artistes ont 3 jours pour terminer leur œuvre. Cette opération pourra peut-être valoir une étoile de plus à l'hôtel. Reportage de Lindsay Wamo. Dans les murs de cet hôtel, c'est l'effervescence. De simples murs de chambre se transforment en œuvres. Chaque peinture ici est pleine de sens, comme cette œuvre faite par Matteo. Originaire de Poindimier, le thème de cette pièce est la famille. Ici c'est le papa et puis le garçon, et côté gauche là-bas c'est la maman et la petite fille. Et j'ai symbolisé ça pour garder notre valeur et puis valoriser aussi notre valeur. Et puis partager avec les autres ethnies qui sont là sur le pays. Et on vient participer, c'est juste pour donner une voix aussi au niveau des artistes qui ne sont pas là où à la province Nord aussi, pour pouvoir se permettre aussi de valoriser leurs dons. Dans la pièce d'à côté, Cham travaille sur un tout autre thème et dans un style totalement différent. Alors moi ce que j'ai voulu faire en fait c'était représenter un peu de jeunesse calédonienne et c'est pour ça que j'ai représenté voilà, une petite tahitienne, un petit wallisien et puis une jeune kanak en train de danser. Et après en fait j'ai voulu relier par les végétaux et qui est pour moi un des points communs en fait à tout le monde en Calédonie. Au total, 24 chambres sont décorées. Avant que les artistes se mettent à l'œuvre, les modèles ont été soumis par vote au public. Les plus populaires ont gagné leur place sur ces murs. Pour les artistes, c'est l'occasion de se faire connaître, l'hôtel étant le lieu incontournable des touristes. Mais c'est aussi une belle occasion de se connaître entre artistes. C'est vachement motivant et il faudrait que d'autres endroits comme ça continuent ce genre de projet. 24 artistes rassemblés, ça se voit rarement, voire jamais. Donc c'est très motivant. En plus, voilà, on partage, c'est l'échange. Moi, c'est tout ce que je recherche dans mon travail aussi. Cette partie de l'hôtel étant en rénovation, les clients ne pourront découvrir tout de suite ces chambres originales. Les travaux devraient se terminer d'ici la fin de l'année. On arrive au terme de ce journal. Tout de suite après la météo, votre émission Bienvenue dans la bande. Jimmy Waimo et Stéphanie Marlier nous parleront d'une formation appelée Certifito NC. Elle permet d'encadrer l'usage de produits phytopharmaceutiques chez les professionnels. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.